Bonsoir. Entre la gaffe politique et la suprême habileté, la diplomatie américaine laisse parfois légèrement perplexes les observateurs. Depuis quelques semaines, en tout cas, les Américains font flèche de tout bois contre les différents partis communistes d'Europe occidentale et cette offensive prend parfois des tours surprenants. D'un côté, il y a les militaires et notamment le général Haig. Ce général n'est pas n'importe qui, il est dans la hiérarchie de l'OTAN tout simplement le numéro 1, le chef. Et tous les 2 jours, en moyenne, depuis 3 semaines, le général Haig lance le bouchon toujours un peu plus loin. Je n'accepterai pas, a-t-il dit avant-hier, la présence des partis marxistes dans les gouvernements d'État hautement industrialisés. Facile de savoir qui est visé, essentiellement l'Italie et la France, mais aucun pays n'est cité précisément. Aujourd'hui pourtant, le doute n'est plus permis. L'offensive du général Haig succède en effet à des mises en garde exprimées d'une manière plus diplomatique. En janvier, un diplomate appartenant à l'ambassade américaine à Paris a demandé tout simplement à voir Gaston Defferre. Celui-ci a reçu ce diplomate qui lui a dit tout simplement « Soyez très prudent avec les communistes ». Et cette visite succédait à une autre rendue par ce même diplomate américain à M. Pontillon, le responsable des affaires étrangères du Parti socialiste. Fasse des déclarations brutales ou maladroites est relativement monnaie courante. Ce qui est un peu anormal en la circonstance, c'est que l'ambassade des États-Unis à Paris donne aujourd'hui à ces déclarations un écho et une amplitude inhabituelle, ce qui constitue un fait nouveau, lequel ressemble fort à une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures françaises. Et il faut qu'on sache clairement, en effet, en ce qui concerne le Parti socialiste, à Washington et ailleurs, que le fait pour la France d'être membre de l'Alliance Atlantique et le programme commun de gouvernement sur ce plan n'en met pas l'appartenance en cause, n'implique pour autant aucune allégeance de politique intérieure. Le Parti socialiste, en ce qui le concerne, ne s'y prêterait pas, et l'espérance des travailleurs français ne s'échange pas contre les concepts attardés d'un état-major atlantique et qui reste apparemment sourd et étranger à l'évolution du monde. Oui, quoique prudente en l'absence de Paris de M. Mitterrand, cette réaction de M. Pontillon s'explique par le fait que dès cet après-midi, une personnalité américaine à Paris confirmait à l'agence France-Presse, 1, qu'un diplomate américain l'avait bien rencontré il y a 3 semaines, 2, que le même diplomate avait effectivement rendu visite à M. Gaston Defferre à Marseille, 3, que ces visites avaient pour but, je cite, de souligner les préoccupations des États-Unis quant aux conséquences que pourrait avoir une participation communiste au gouvernement français à l'égard de l'OTAN et des relations franco-américaines. Fin de citation. L'ambassade américaine à Paris que nous avons contactée s'est contentée de dire qu'elle n'avait rien à ajouter pour l'instant. Que les contacts officieux aient lieu entre les Américains et le Parti socialiste, ce n'est un secret pour personne. Alors, bien sûr, lorsque leur contenu est rendu public, cela devient plus gênant, pour les socialistes bien sûr, mais peut-être aussi pour le gouvernement français qui voit se dérouler sous ses yeux des activités diplomatiques, entre guillemets, avec un parti politique qui, de surcroît, est dans l'opposition. Les élections cantonales approchent, ce simple fait explique probablement les petites phrases échangées de ci de là par les hommes politiques. L'une de ces petites phrases a cependant fait bondir le landerneau politique. Aujourd'hui, il est vrai que les propos de Michel Poniatowski laissent rarement indifférent. Le ministre de l'Intérieur conseille en effet au chef de l'opposition de recourir à des informations officielles et complètes sur la politique extérieure de la France à l'occasion de leur voyage à l'étranger. En rentrant d'Algérie, M. Mitterrand avait déclaré s'être informé auprès des services compétents. Alors, s'agissait-il de fonctionnaires? Personne ne le dit, ni M. Poniatowski, ni M. Mitterrand. Mais, si tel était le cas, le ministre de l'Intérieur jugerait cette attitude inacceptable. Elle serait contraire à l'éthique, aux traditions et au devoir de réserve que la loi impose aux fonctionnaires. Je cite M. Poniatowski. Il n'en reste pas moins qu'aucune enquête n'est actuellement ouverte. Alors, tempête dans un verre d'eau, peut-être. La proclamation de la République arabe sahraoui démocratique divise les membres de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est un complot contre l'unité, affirme la Mauritanie. À Rabat, le roi Hassan II qualifie cette proclamation d'ineptie et assure que le Maroc défendra l'unité de son royaume.
Brazzaville, les présidents angolais Agostinho Neto et zaïrois Mobutu ont officialisé la normalisation des rapports entre leurs deux pays. Après l'affrontement, la normalisation permet au Zaïre d'utiliser de nouveau le chemin de fer angolais pour exporter sa production de cuivre. Nixon de retour aux États-Unis, l'ancien président retrouve l'anonymat après avoir reçu en Chine pendant une semaine l'accueil réservé au chef d'État. Épilogue prévu de ce voyage, le compte-rendu que Nixon fera vraisemblablement de ses entretiens avec Mao Tse-tung aux autorités de Washington. Chaque année, le cancer atteint 160 000 Français, un chiffre terrible, mais un chiffre qui en amène d'autres. Sur ces 160 000 malades, plus d'1 sur 3 seront guéris. Les statistiques qu'il est bon de rappeler à la veille de l'ouverture de la Semaine nationale contre le cancer. En effet, si nul ne possède encore le remède radical, le remède miracle, disons, faute d'ailleurs d'avoir découvert les causes profondes du cancer, les thérapeutiques dont disposent maintenant les médecins ont fait de notables progrès. La chirurgie est de plus en plus précise et de plus en plus sûre. L'arsenal des médicaments anticancéreux, de son côté, s'enrichit sans cesse de nouvelles drogues de plus en plus actives. Et enfin, dans le domaine de la radiothérapie, c'est une révolution qui se prépare. Les progrès de la radiothérapie pendant, disons, 60 ans ont porté sur le développement de rayonnements qui permettraient d'atteindre plus facilement ces tumeurs profondes, des rayonnements de plus en plus énergétiques, de plus en plus pénétrants. Et c'est comme ceci que sont apparus après la dernière guerre le cobalt 60, et également, à peu près à la même époque, les accélérateurs linéaires qui nous fournissent des rayons X considérablement plus pénétrants que ceux que l'on avait utilisés jusque-là. Les cellules sont traversées par ce rayonnement et ces rayonnements produisent des événements, disons des ionisations au sein de la cellule et la cellule meurt de ces atteintes qui sont produites par le rayonnement dans leur noyau. Je crois que maintenant nous sommes à la veille d'une révolution, c'est-à-dire notre moyen de tuer ces cellules, plus puissant et différent. On s'oriente maintenant vers de nouveaux types de rayonnements. Parce que tous les rayonnements qu'on a utilisés jusqu'ici, qui sont les rayons X, les gamma du cobalt 60 et les électrons aussi, agissent pratiquement de la même façon sur les cellules. Et c'est au niveau de ces événements élémentaires qui se produisent dans les cellules qu'on s'intéresse actuellement à d'autres types de rayonnements qui sont les neutrons en lésions lourdes. Voici, si vous voulez, ce qui se passe lorsqu'on effectue une séance de radiothérapie. Lorsqu'on fait une séance de radiothérapie, on provoque en moyenne 200 ionisations par noyau cellulaire. Et avec tous ces rayonnements, ici nos rayonnements traditionnels, ces 200 ionisations sont extrêmement dispersées dans le noyau. Au contraire, avec les rayonnements que l'on commence à utiliser actuellement dans le monde, une séance de radiothérapie va provoquer encore 200 ionisations, mais qui vont être concentrées au long de la trajectoire d'une seule particule. Et ceci représente un mode d'action totalement différent de ces événements physiques initiaux. Infiniment plus fort. Infiniment plus fort. Disons que la cellule, comme vous le voyez ici, est traversée par un coup de poignard dans ce cas. Ici, c'est une multitude de coups d'épingle. Elle peut mourir des deux façons, mais ce mode ici d'atteinte de la cellule est beaucoup plus efficace pour tuer la cellule que celui-ci. Et est-ce que la fabrication de ces neutrons, de ces ions lourds et leur emploi thérapeutique sont déjà du domaine de la pratique? Il y a quelques débuts d'utilisation des neutrons en particulier. Et en France non, pas en France, mais enfin dans quelques centres dans le monde et chez quelques-uns de nos voisins. Et en particulier, les plus avancés dans ce domaine sont les Anglais, qui depuis à peu près 8 ans traitent des malades par les neutrons. Qui fabriquent dans des cyclotrons. Qui fabriquent avec un cyclotron. Alors on peut espérer que les malades français, puisque nous possédons un cyclotron, en profiteront bientôt. Ben, nous l'espérons aussi. Vous savez, il y a des projets et nous espérons qu'ils aboutiront. Un progrès immense en effet, reste à savoir quand les malades pourront en bénéficier. Mercredi, nous aurons peut-être une réponse. Madame Veil, le ministre de la Santé, sera en effet le grand témoin de C'est-à-dire, le magazine d'actualité d'Antenne 2. Les footballeurs français n'étaient pas tous sur les terrains aujourd'hui. Le championnat de France faisait relâche, en effet, pour laisser la place au 16e de finale de la Coupe de France. Match aller. Vous connaissez vraisemblablement les résultats grâce à notre émission Stade 2 qui est passée il y a quelques minutes, juste avant cette édition. Nous vous en rappellerons donc pas tous les résultats. Parmi les footballeurs au repos, il y avait ceux d'Avignon. Ils avaient été éliminés au tour précédent. Cette mésaventure, d'ailleurs, ajoutée à un classement fort peu flatteur en championnat, dernier de la première division, a causé une grande colère chez les dirigeants du club de la Cité des Papes. Une colère qui s'est traduite sur les feuilles de paie des joueurs.
le salaire des joueurs d'Avignon a été diminué de moitié, et pourtant, les joueurs continuent à faire leur métier. Avouez qu'il y avait de quoi se pencher avec attention sur le sort de cette lanterne rouge. Depuis la première journée du championnat, Avignon n'a jamais quitté la dernière place du classement. Son bilan n'est pas brillant, 25 matchs, 3 victoires, 3 matchs nuls, 19 défaites, 22 buts marqués, 64 encaissés. Avec ses 12 points de retard sur l'avant-dernier, l'équipe est condamnée à redescendre en deuxième division. Dommage, car le public fidèle, 7000 spectateurs en moyenne malgré les mauvais résultats, permettait d'envisager avec optimisme l'avenir financier du club. Il y a 8 jours, Avignon recevait 3. On espérait une victoire avec, pourquoi pas, le premier bonus de la saison. Hélas, une nouvelle fois, Avignon est battu. Pour les dirigeants déçus et amers, la coupe est pleine. Approuvé par le comité directeur, le président décide de diminuer de moitié le salaire de l'entraîneur et des joueurs, exception faite pour 2 d'entre eux. Puis le président s'en va en voyage d'affaires, laissant le soin à un entourage embarrassé d'expliquer les raisons d'une sanction qui sera levée si les joueurs se ressaisissent. Nous leur reprochons un manque de combativité. Un manque de combativité sur le terrain qui s'est traduit par exemple le dernier match contre 3 où ça a été flagrant. Nous pensions quand même faire un résultat contre 3. Je n'ai rien contre l'équipe de 3, mais c'était une équipe à notre portée. Et je pense que là, il n'y a pas eu la motivation nécessaire pour remporter ce match. Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver à motiver des joueurs en leur retirant 50% de leur salaire? Écoutez, tout au moins nous allons essayer de les rendre un peu plus percutants. Ce sont des joueurs qui savent jouer au football, qui ont la condition physique. Et je pense que s'ils veulent, ils peuvent mieux faire. Vous dirigez une entreprise. Oui. Bon. Si un de vos employés n'a pas le rendement que vous estimez qu'il devrait avoir, est-ce que vous allez lui réduire de 50% son salaire mensuel du jour au lendemain? C'est différent, ça, monsieur. D'abord, je serai seul à décider, ce sera différent. Coup de tête à droite, coup de tête à gauche. Attention, hop! Pour les intéressés, c'est un coup de tête qui a conduit le président à prendre cette sanction. Et comme la sanction est illégale, ils s'en remettent à leur syndicat et à la commission juridique du groupement des clubs professionnels. Mais la perspective de devoir attendre quelque temps la moitié de leur dû n'est pas faite pour calmer les esprits. C'est parti, on y va. Je pense qu'il est anormal de le sanctionner d'une façon aussi arbitraire. 50%, vous vous rendez compte, un footballeur professionnel gagne peut-être un peu plus d'argent que certaines personnes, mais sa carrière est nettement plus courte. S'il gagne un peu plus d'argent, il est possible qu'il ait pris des engagements, il a à faire face à certaines échéances, il a des engagements à tenir. Et je pense que pour certains gars, 50%, ça risque d'être quelque chose d'énorme. Et puis il y a cette accusation de manque de combativité qui met en cause la conscience professionnelle des joueurs. N'est-ce pas plutôt la peur de perdre, cette peur qui vous colle à la peau quand on est dernier du classement général? Oui, on rentre sur le terrain crispé parce qu'on sait que tous les matchs sont importants. Tous les matchs, il faut absolument prendre des points, donc on ne peut pas se sentir libéré. Et ça entraîne des maladresses, ça entraîne des erreurs. Et dès qu'on prend un but, moralement, on replonge et on a du mal à s'en sortir. Ça vient de là et c'est venu dès le début de la saison. Le stade que le football a souvent rempli va retourner au rugby. Bien sûr, la déception des dirigeants est compréhensible. Mais, emportés par leur passion, ils ont pris une sanction surprenante. La sagesse voudrait qu'ils n'y donnent pas suite. À chacun ses passions. Pour certains, le plaisir suprême, c'est d'aller courir chaque dimanche sur les terrains de sport. Pour d'autres, c'est de jouer inlassablement au bridge. Pour d'autres encore, c'est de jouer au train. Mais attention, je ne parle pas du petit train électrique installé dans le salon. Non, la passion des vrais trains, des vieilles locomotives, des vieux wagons, de la fumée et parfois aussi des escarbilles. Ces passionnés se sont retrouvés aujourd'hui autour d'un vieux train pour un vrai voyage. Une vedette à la gare du Nord ce matin. Une locomotive à vapeur de la SNCF, une des dernières de ce modèle encore en état de rouler. Elle vient d'être remise à neuf. C'était aujourd'hui le début de sa deuxième carrière. Elle sera une sorte de musée roulant de la traction à vapeur. On la montrera aux enfants des écoles. Elle a fait son voyage inaugural autour de Paris, tirant des wagons à plateforme chargés de 500 passagers, partageant tous, sans limite d'âge, le même enthousiasme, même si les motivations sont parfois surprenantes. C'est toi qui as voulu venir sur ce train à vapeur? Pourquoi? Moi, je suis venu parce que j'aime pas les trains électriques. Organisatrice de ce voyage rétro, l'amicale des amis et des anciens de la traction à vapeur. 1000 adhérents
Des fans, la 230 G353 est leur idole. C'est le dernier modèle de ce genre en En France. France, c'est le seul, puisque la 141R 1180, c'est du dépôt de Vénissieux, la 141R 1120, c'est du dépôt de Narbonne, la 141R 840 de Vierzon, la 140C38 de Chalindrey, la 130B 439 de Hausbergen, qui seraient des locomotives susceptibles d'être timbrées, ne le seront pas, car la SNCF vient de décider de supprimer totalement la traction vapeur, sauf la 230G qui resterait pour les films et les trains spéciaux. Vous n'êtes pas vous-même un ancien de la SNCF. Hélas non, à cause de ma vue et du fait que je suis réformé au service militaire, on n'a pas voulu de moi à la SNCF. Vous croyez bien que je le déplore. Alors c'est une vocation rentrée. Une vocation avortée, oui. Cette casquette que vous avez, c'est quoi? C'est une casquette que j'ai rapportée du dépôt vapeur de Rheine. C'est une casquette de chef de sécurité du chemin de fer fédéral allemand. Eh bien voilà. Oui, vraiment des fanatiques, vous l'avez remarqué, ils connaissent tous sur le bout du doigt. Les amateurs de cinéma n'ont pas été gâtés cette semaine. Les nouveaux films ne laisseront pas de souvenirs impérissables dans les mémoires, une exception toutefois, un film intitulé La Prime. Eh bien, pour varier les plaisirs, j'ai été voir un film soviétique. Vous savez, c'est bizarre, mais quand on dit ça, on vous regarde comme si vous reveniez d'une expédition aux confins du plus extravagant exotisme. On a un peu l'air de ces hardis navigateurs de jadis qui ne connaissaient du cap des tempêtes que son contour approximatif sur les maps-mondes du XVe siècle. Et puis, il faut bien dire, on se méfie un petit peu. On n'a pas tout à fait perdu la mémoire de ces films du temps du stalinisme, vous savez, ceux où l'on voyait inévitablement des généraux russes complètement désemparés par l'offensive allemande, l'offensive victorieuse, qui cherchaient une solution, ne la trouvaient pas. Alors on voyait tout d'un coup arriver Staline, absolument génial. Il entrait, il pointait un doigt sur la carte d'état-major et il disait simplement « là ». Aussitôt, les généraux s'extasiaient, se frappaient le front. Comment n'avait-il pas pensé à cela plus tôt? Bravo, Bourrel. Mais déjà, sur une musique de Shostakovich, les hordes nazies refluaient en déroute. Bientôt, il ne resterait plus de Hitler qu'un petit tas de cendres dans un bunker. Eh bien, La Prime de Serge Mikaelian, ce n'est pas du tout cela, c'est au contraire très passionnant, même si le sujet peut nous paraître un peu austère, étant donné notre frivolité occidentale. L'action, en effet, se passe dans une usine. Évidemment, en dépit d'une superbe mini-jupe arborée par une colcosienne de choc et de charme, on ne nage pas précisément ici dans l'érotisme, mais courage, vous serez récompensé. Donc, un matin, dans cette usine, on distribue les primes accordées pour avoir crevé le plafond des normes de la production. En principe, on ne devrait pavoiser, eh bien pas du tout. Un groupe d'ouvriers refuse ce surcroît d'honneur. Il dit qu'il ne l'a pas mérité, que les chiffres, en effet, ont été truqués pour faire croire à la suprématie de l'émulation socialiste. Affolement dans les hautes sphères, on s'interroge, l'argent c'est l'argent, ça se respecte même là-bas. Qu'est-ce que cette mauvaise volonté peut bien cacher? Un déviationnisme de droite, l'ingérence de la CIA, il faut le savoir. Eh bien, il n'y a pas moyen. Votre prime continue à déclarer obstinément les ouvriers, on n'en veut pas, et ils disent cela avec l'air dégoûté du monsieur qui a trouvé un cheveu dans son caviar. Le secrétaire du parti, appelé à la rescousse, insiste. Il a la tête de M. Michel Jaubert, c'est dire que le climat n'est pas à la plaisanterie. Gravement, il condamne, il dit « vous avez perdu le sens de la discipline » et il ajoute « si les ouvriers se mettent maintenant à dire « les patrons dehors, où allons-nous » Ben, les contestataires ne refusent de céder. Ils insistent au contraire, ils dénoncent, ils accusent, ils disent que leur chantier, par exemple, est un vrai bordel. C'est le terme qu'ils utilisent. Les conditions de travail sont inqualifiables, le matériel n'arrive pas, les chefs sont tous des incapables. Quant aux délégués du parti, eh bien, ils en prennent eux aussi pour leur grade. Et on leur dit, avec votre veston, avec votre cravate, vous avez complètement perdu de vue ce que c'est qu'un ouvrier. Et un jeune garçon, un des jeunes ouvriers, aura encore une conclusion beaucoup plus brutale. Il dira, le communisme, décidément, ce n'est pas pour demain. On comprend pourquoi des millions de soviétiques se sont rués pour acclamer cette tragédie policière où l'assassin serait remplacé par un plan quinquennal. Ce langage sonnait clair et neuf à leurs oreilles. Et comment n'aurait-il pas frémi en entendant l'un des héros déclarer « Prenons garde, camarades, nous sommes en train de tuer ce qu'il y a de plus respectable chez l'homme, sa conviction de ne pas être un pion ».
On l'a senti à plus d'un titre, ce film, La Prime, est remarquable et très important. Il nous rappelle en tout cas avec talent et avec courage qu'il n'y a pas deux URSS, une pour la Lune et l'autre pour la Terre. Pour gagner le tiercé cet après-midi à Auteuil dans le prix Troyton, il fallait jouer tout simplement le 7, le 8 et le 10. Pour ceux qui préfèrent les noms, disons que la course a été remportée par Degat devant Kilandra et Porto Rafti. Voilà d'ailleurs l'arrivée de cette course, 3600 mètres à Auteuil. Il faisait fort beau et le terrain était en bon état. Les rapports ne sont pas très bons. 1897 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre, vous l'avez vu sur le carton, et 379 francs 50, toujours pour 5 francs, mais dans un ordre différent. Il me reste maintenant à vous parler du temps. Il a fait beau aujourd'hui sur presque toute la France, vous en êtes rendu compte. Demain, de la Manche à la frontière belge et à l'Alsace, le ciel sera très nuageux avec même quelques faibles pluies. Ailleurs, le temps sera ensoleillé le matin et, disons, plus variable dans l'après-midi. Peu après 23 h, c'est Gérard Rolls qui vous tiendra informé des derniers développements de l'actualité. Toute l'équipe qui a préparé ce journal vous souhaite de très bien terminer ce dimanche. Bonsoir.